En quelques mots, on accueille donc pour la deuxième intervention Laurent Collet, professeur en sciences de l'information et de la communication à l'université Paul Valéry, qui va nous présenter aujourd'hui son intervention intitulée Forme d'expression multimédia interactive et figure d'expérience. C'est à toi. Merci, bonjour à tous. Il y a combien de temps? 45 minutes? Ou 1 heure et quart comme pour l'UTC? Alors, d'accord. On m'a demandé de pas trop bouger physiquement alors qu'il doit faire moins de 19 degrés. Et je comprends pourquoi Serge a été très actif et interactif. On se pèle en bas hein, quand même. Ceci étant, mon propos va porter sur le multimédia beaucoup, sur des récits un peu, mais pas des récits littéraires, ou alors vraiment pas que ça. Juste, j'ai retracé un tout petit peu mon parcours pour vous faire comprendre où j'en suis arrivé à associer multimédia à la question de la forme d'expression et la question de l'expérience, ou de la notion d'expérience. Tout d'abord, je suis d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, celui du CD-ROM, du multimédia, où arrivait sur l'ordinateur le son, l'image. Et à l'époque, on parlait beaucoup de AO. Alors aujourd'hui, hein, on dit Serious Game, hein, enseignement assisté par ordinateur. Et donc, j'ai fait ma thèse CIFRE d'ailleurs, dans une 2SDI, Société de services et d'ingénierie informatique, à Paris, où on développait sur disquette, hein, des formes multimédia, en tout cas des produits multimédia, pour la formation en entreprise ou alors aussi pour la Villette. À l'époque, on parlait de multimédia. Alors, c'est à cette époque-là, c'est-à-dire les années 90, hein, que le terme est devenu populaire. Pour autant, le terme, il vient pas et il est devenu marketing. On parlait aussi d'ordinateur multimédia. Sachant que le terme multimédia, c'est comme le terme hypertexte, hein, c'est Theodore Nelson qui le conceptualise dans les années 60. Et donc, bon, j'ai fait une thèse sur les produits de l'époque et derrière, ce que j'en dégageais, deux choses. Alors, une très bourdieusienne, hein, c'est finalement, il y avait deux grandes formes de... Alors, à l'époque, je parlais pas de forme, je parlais de produits, d'enseignement assisté d'ordinateur qui valorisaient plutôt des activités intellectuelles différentes. Il y avait de l'EAO de répétition. Alors, en fait, on apprenait un truc, il fallait l'appliquer, et puis tant qu'on n'appliquait pas correctement, il fallait répéter. Et puis, il y avait des sortes de débuts de simulateurs où il fallait résoudre des problèmes. Les premiers, c'était pour les ouvriers. Alors, excusez-moi, on appelle ça opérateur en entreprise. Et les seconds, c'était pour les cadres. Et donc, c'était, voilà, mémoriser, exécuter, décider, analyser. Et puis, la question aussi des logiques socio-économiques et notamment des modèles derrière, le modèle socio-économique de l'édition, avec la question des séries, la question de faire des personnages récurrents pour fidéliser les apprenants, etc., etc. Et puis, ça, c'est le multimédia, donc du milieu des 90. C'est génial, il y a le son, ça marche assez bien. C'est le temps des éditions de Montparnasse avec aussi le Louvre, hein, le succès des années 96, 100 000 exemplaires vendus, ce qui aujourd'hui correspondrait, si on ramène, puisque à l'époque tout le monde n'était pas équipé d'ordinateur, je pense à quelques millions d'exemplaires hein, vendus pour un même produit. Et puis, patatras, merde, arrive Internet. Et Internet, c'est la catastrophe. Internet, c'est quelques bytes, par seconde. C'est-à-dire que c'est du texte. Et puis, il faut attendre HTML2 pour avoir de l'image. Et puis, la vidéo, c'est pas du streaming, c'est du téléchargement. Et il y a un problème? Ouais. Ok. Et donc, je dois m'intéresser scientifiquement à autre chose. Cette autre chose, j'ai besoin d'appuyer sur mon PowerPoint. Ouais. C'est la question des usages. Et les usages du numérique, étant donné que le multimédia, bah, c'est quelque chose qui, il y a quasiment plus de production. Les CD-ROM s'arrêtent.
il n'y a plus rien. Donc, je m'intéresse aux usages des technologies numériques. Alors, dans l'éducation, mais aussi dans d'autres secteurs, le sport, le tourisme. J'avais travaillé déjà un peu avec lui et puis je mobilise beaucoup pour parler des usages de la sociologie de Philippe Malin. Et puis, les taux de transfert s'améliorent, on parle d'ADSL, technologie du streaming qui arrive, on refait du multimédia dit interactif, et puis Flash se développe, et donc notamment du côté des agences de communication. Et donc je repars avec, je vais étudier le multimédia interactif avec les agences de communication, et alors eux, alors maintenant c'est plus des agences de com, hein, c'est des web agencies. Voilà. Donc, qui font pas du tout du multimédia, ils font du UX design. Ok, alors c'est quoi ce truc, le UX design? C'est le design de l'expérience utilisateur. Et vous voyez le mot expérience qui commence à rentrer dans mes réflexions. Et donc, je me tape, entre guillemets, je me coltine, je m'intéresse, soyons scientifiques, à la littérature plutôt métaprofessionnelle, c'est-à-dire fait par les professionnels eux-mêmes. Hein. Le métaprofessionnel, c'est un mot de Françoise Bernard. C'est pas des théories comme on les élabore forcément dans nos disciplines scientifiques. Hein. Ce sont des théories qui visent à améliorer l'efficacité d'une méthode ou d'une pratique. Et donc, je me rends compte que l'expérience utilisateur, ça peut parler, c'est en fait pour aider les concepteurs à penser le développement d'un dispositif de manière à agir sur. Alors, ça peut être la consommation et les usages. Ça peut être expérience utilisateur, mais lié plutôt à l'UI, l'expérience de l'interface. Et donc, c'est plutôt le côté ergonomique, je dirais. Et puis aussi des processus de conception. Et alors là, ça va être itération, co-design, co-conception, etc., place de l'utilisateur dans le processus de développement et autres. Et donc, je suis parti du multimédia interactif pour en arriver à la question de la conception de l'expérience utilisateur faisant usage de dispositifs numériques multimédia interactifs. Bon, c'est pas beau à dire. Alors, je vais essayer de penser la notion d'expérience. Alors, j'essaie de le penser en termes de transformation. C'est-à-dire que je vais considérer, et en fait, c'est un type, un chercheur qui est aussi un auteur, qui a fait un truc qui s'appelle déprise. Sur la notion d'interface non mais c'est vrai en plus. Et c'était une rencontre à Toulon qui avait fait tilt sur le fait que l'interactivité, c'est beaucoup une question d'habitude et de création de nouvelles habitudes. Et que ça serait un peu comme en Naruto, un élément déclencheur, quoi. C'est-à-dire l'évolution des interfaces, ça crée de l'expérience, c'est-à-dire que ça fait vivre quelque chose de nouveau. Et donc, il y a une forme, quand on découvre, on découvre par soi-même, on s'émancipe d'anciens cadres, mais une fois qu'on est habitué, on est pris dans le nouveau cadre et puis petit à petit, on est aliéné. Et donc, c'est cette idée d'expérience ou de va-et-vient entre nouveau, ancien, entre habitudes et création de nouvelles habitudes, et par des phénomènes d'essai et erreur, le tout dans la sphère plutôt actuelle, hein, qui est la sphère socio-économique où la question de la consommation, la question des usages est forte dans les productions industrielles. Hein, je vous renvoie à Poliani, la grande transformation. Hein, on est une société de plus en plus marchande, industrielle, etc., etc., etc. Et donc, ça a été le point de départ de ma réflexion et un début de travail d'ancrage vraiment théorique. Ou d'autres rencontres, mais plutôt des rencontres livresques, de lecture, etc., m'ont fait élaborer cette notion de figure d'expérience pour penser, on va dire, les formes d'expression multimédia. Alors, il y a évidemment la sémiopragmatique, hein, d'Audin, où il y a l'idée que les déterminations de ce qui se passe en réception sont pensées en production. Et plus c'est pensé, ou en tout cas je dirais les univers sont proches, et plus il y a une chance que
les deux espaces se comprennent et que l'expérience soit réussie. Il manquait quelque chose, et c'est la notion de figure. Je l'ai trouvé chez Alexandra Samer, quand elle analyse les hypertextes, et elle dit que finalement, à l'écrire, c'est anticiper les pratiques du lecteur, pratiques qui sont un peu basées sur ses habitudes, mais aussi son imaginaire. Et elle dit qu'il y a des formes modèles dans l'écriture hypertextuelle, et elle appelle ça aussi des figures. Et donc, je lui ai proposé et j'ai commencé à réfléchir l'écriture multimédia, et donc les récits, en termes de figures d'expérience. Et c'est un peu ce cheminement-là qui m'a conduit à dire que je vais aborder, et donc je me suis constitué un corpus, je sais plus combien, il y avait de centaines d'œuvres multimédia qui étaient autant des web documentaires que ce qu'on appelle aujourd'hui des serious games, que des petites œuvres dites interactives. Et en tout cas, une grille d'analyse. Je me suis intéressé aux sciences de l'interface. Mon science a été utilisé tout à l'heure ou ce matin, je sais plus. Tout ce qui est des signes passeurs, la prise des prises. Et derrière cela, je mets d'autres choses. Les activités d'utilisateurs. Alors là, qui sont pas seulement l'accès, mais qui sont effectivement de la production ou de la manipulation. Et la question du son, du texte et de l'image, et de la coopération entre les systèmes sémiotiques et pas forcément le fonctionnement de chaque système sémiotique. C'est en gros, pour le dire vite et de manière non peut-être sémiotique, pourquoi telle information ou telle donnée, je la mets en texte et non pas en image, étant donné que j'ai le choix. Quand on fait quelque chose sur un support analogique comme le livre papier, on a le choix de l'image et du texte, mais on peut pas mettre de vidéo. Donc, or, avec le multimédia dit interactif, il y a ce support numérique, et ben, on a ce choix-là. Et au final, ça m'a donné une grille comme ça à 3 dimensions avec plusieurs critères à chaque fois. Donc, les fonctionnalités de navigation et de repérage qui permettent la prise sur le dispositif, le découpage de l'écran en zones. Il y a toujours une zone de navigation, ou pas d'ailleurs. Ça peut jouer sur la déprise, comme notre collègue l'a expliqué. Il y a une zone on va dire de contenu, et puis parfois il peut y avoir aussi des zones d'action pour l'utilisateur. Et en tout cas sur les produits faits en agence, une dimension visuelle très importante qu'on appelle la charte graphique, qui est le déploiement dans l'interface de l'identité visuelle d'une marque, d'un produit, etc. Et en tout cas qui peut connoter une dimension signifiante. La seconde dimension, c'est la question des activités, donc de coproduction, de production, mais aussi de ce que ça introduit dans le rapport au temps, à l'espace, aux autres, à soi. Ça, c'est mon détour par les usages. Et puis l'articulation, c'est la question des redondances entre les médias, de la complémentarité. C'est le fameux test de substitution de Barthes. Et puis le contrepoint. C'est quand un média dit l'inverse de notre média, ce qui peut produire des fois des effets comiques. Donc, j'ai appliqué ça sur des dizaines et des dizaines de produits. Et ça m'a permis de repérer, au final, 4 grandes figures idéales typiques. C'est-à-dire 4 grandes formes d'expression multimédia dans le secteur du multimédia, dont 2 formes se rapprocheraient plutôt des récits où ont été abordés un peu dans la communication précédente. Alors ces 4 formes, je les ai nommées et vous allez comprendre pourquoi au fur et à mesure. Hypermédia analogique, linéaire chapitré, cartographique et narrative à la première personne. Serge a beaucoup parlé dans la communication précédente, plutôt de la dernière forme. Même si, pour moi, par moment, il y avait des allers-retours vers la forme que j'appelle cartographique. Alors, c'est quoi ces formes-là? La forme
hypermédia analogique, c'est la forme, je dirais, qui est peut-être plus liée vraiment avec le développement d'Internet, de l'hypertexte et du langage HTML. Des fois, le code peut structurer un peu la façon de penser des concepteurs. Pour ceux qui ont vécu un tout petit peu l'histoire d'Internet et du langage HTML, à la fin des années 90, il y avait la grande mode d'une balise HTML qui s'appelait iframe. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, qui permettait de faire bouger un bout de l'espace de l'écran sans bouger l'autre. Et donc, on a eu des interfaces, c'est-à-dire du zoning, une construction de l'espace écran de l'ordinateur, où vous avez le menu qui était à gauche de l'écran. Voilà. Ça devenait une norme ergonomique de fait, et ça permettait une prise de l'utilisateur par habitude, avec une curation là-dessus. La forme la plus répandue aujourd'hui, je dirais sur Internet, c'est quand même cette forme que je nomme hypermédia analogique. Alors pourquoi cela? Parce que c'est le site web, par exemple, de l'université de Montpellier. Vous avez beaucoup de textes, un peu d'images et de la vidéo. C'est la forme de tous les sites de communication institutionnelle. Et donc là, on n'est pas tout à fait dans le récit. Donc la structuration de l'information, elle est parallèle. Et il y a un outil qui s'appelle le menu déroulant qui permet d'accéder rapidement à l'information. Et je dis analogique parce que si on regarde bien, hormis qu'en derrière il y a ce qu'on appelle un ENT, un espace numérique de travail. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, le site web de l'université de Toulon, de l'université de Montpellier, peu importe, c'est un catalogue papier, quoi, qu'on a plus ou moins numérisé et adapté à une forme en ligne. Alors oui, peut-être il y a en plus des témoignages vidéo, mais en termes d'écriture, là, on est sur de la recomposition de quelque chose qui se faisait quand même qui était fortement structuré sur le support papier. Et c'est pour ça que je dis hypermédia analogique, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément dans le monde totalement numérique. Dans ces formes-là, il y a, alors comme ce sont, par exemple, ça, à l'époque. Genre d'interface, l'identité visuelle, c'est la couleur de l'émetteur, c'est la charte graphique de l'émetteur. Vous allez sur le site de l'université de Montpellier, c'est l'identité visuelle de Montpellier qui colore l'interface, en tout cas toutes les fonctionnalités de navigation et de repérage. Vous allez sur le site de l'UTC, je vais pas regarder, mais j'imagine que c'est l'identité visuelle de l'UTC. Sur celle de l'université de Toulon, c'est le cas, etc. Ou alors, ça peut être dans les web documentaires. C'est production multimédia dans le secteur du journalisme. Alors, Le Monde, Arte en produisait beaucoup. Alors, tout a disparu malheureusement, et même sur Web Archive, on les retrouve pas. Et ça pose un problème d'ailleurs aujourd'hui, c'est un enjeu de l'INA et même de la BNF, d'archiver le web, et notamment des documents dont les lecteurs n'existent plus. En l'occurrence, c'était des produits développés sous Flash. Aujourd'hui, c'est plus accessible, c'est plus lisible, et ça pose vraiment des problèmes d'archivage. Mais c'est pas le propos d'aujourd'hui. Où là, on a un film qui parle d'accident et de rééducation. Et tout simplement, ici, en bas de l'écran, vous avez la zone de navigation, que j'ai entourée de rouge, là, qui permet juste de circuler à l'intérieur d'une séquence audiovisuelle. Et donc, on a bien un découpage fort où on a d'un côté la zone de navigation et de l'autre la zone de contenu. Et les activités de l'utilisateur, c'est vraiment de la consultation. Il n'y a pas d'activité de production très forte. Vous avez, et donc encore une fois, je le répète, j'insiste là-dessus. Alors là, ce sont des formes idéales typiques, mais qui correspondent bien. Enfin, plutôt les produits que je vous montre, en tout cas celui-ci, donc j'ai oublié le titre d'ailleurs, ça me reviendra peut-être, le corps handicapé.
il colle bien au modèle idéal typique. Et la figure d'expérience, c'est accéder rapidement à l'information. C'est ça vraiment qui structure l'activité, je dirais, de l'utilisateur. La seconde forme, c'est la forme linéaire chapitrée, et là qui propose une figure d'expérience qui est de prendre son temps. C'est là-bas, c'est la structure à plat, où on va d'une page à une autre, mais on peut revenir en arrière dans la page. On le trouve beaucoup dans le domaine de la littérature, là pour le coup, pour enfants, dans les livres numériques, avec les publications destinées donc aux 3 à 9 ans, où il y a des aventures, et ça marche par étapes. Et à l'intérieur de chaque scène, on peut avoir d'ailleurs des activités de manipulation, par exemple. Là, comment dire, on est quand même sur un travail sémiotique, en tout cas de redondance, puisque la voix off souvent va doubler ce qui est déjà écrit à l'écran. Comme sur la forme d'ailleurs hypermédia analogique, où souvent vous avez des vidéos, mais ces vidéos sont résumées ou décrites dans la page elle-même. Donc le rapport, je dirais, sémiotique sur les 2 premières formes, c'est vraiment un rapport de redondance. Là aussi, il y a dans le domaine des serious games, dans le domaine des web documentaires. Et au passage, c'est aussi pour dire que l'écriture multimédia, elle est pas immanente à un secteur d'activité, elle est peut-être immanente au principe de l'interactivité et du multimédia. C'est-à-dire que ces formes d'écriture, on peut les retrouver dans les serious games, dans les web documentaires, qui sont pourtant des secteurs d'activité qui n'ont pas les mêmes objectifs, les mêmes visées communicationnelles. Ensuite, on arrive sur la forme cartographique. Et la forme cartographique, c'est la forme Adibou. Voilà. Je le résume souvent comme ça, parce que ça fait souvent référence à beaucoup de gens. Adibou, ce personnage qui vit dans un monde imaginaire et dans l'espace dans lequel on peut cliquer. Alors, les exemples, par exemple, là, je suis dans le cadre de multimédia à l'intérieur d'un écran informatique, dans lequel on interagit. Je suis pas dans le monde enrichi par le smartphone, par exemple, mais la forme cartographique pourrait correspondre à ce que dans la présentation précédente, on a montré avec le smart fiction localisé dans la ville de Londres, par exemple, où en fait c'est le fait de cliquer à l'intérieur d'un espace qui permet de découvrir, accéder à l'information, mais souvent accéder à l'information. Alors, il y a par exemple les visites de musées, les visites 360, et le fait de cliquer, ça vous permet de changer de pièce, ou le fait de cliquer par exemple sur une œuvre vous permet d'avoir de l'information sur une œuvre. Ou un autre exemple, c'était le web documentaire qui s'appelait La Duce Vita, ça sur alors à la fois la ville de naissance du Duce en Italie et aussi les manifestations annuelles des nostalgiques du fascisme. Ça existe, qui se réunissent pour fêter la date de naissance ou de mort de Mussolini. Et en fait, on naviguait à l'intérieur de ce navigateur en cliquant dans le village. Et on pouvait, comme ça, on avait trois espaces, et il fallait finir le premier tableau pour aller sur le second tableau, pour aller découvrir soit des interviews vidéo, soit des vidéos d'archives. Et c'était une forme. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a 2 choses complètement différentes par rapport aux 2 formes précédentes. C'est que on a vraiment plus de séparation entre la zone de contenu et la zone de navigation. C'est-à-dire que la navigation, c'est sur la carte elle-même. On n'a pas un menu en haut, en bas, à gauche, à droite, qui permet de changer de page, par exemple. C'est en cliquant à l'intérieur du contenu qu'on peut naviguer dans le contenu. Il y a aussi des usages spécifiques dans le sens où des médias. Dans le sens où, dans ces produits-là,
L'image fixe, elle sert à naviguer. Les vidéos, elles peuvent diffuser du contenu ou, comme on le verra dans la troisième forme, ce qu'on appelle dans les jeux vidéo les cinématiques, elles désignent le changement d'espace. Elles font le lien entre deux espaces. On quitte un espace, on va vers un autre espace. C'est la forme audiovisuelle qui s'exprime. Et puis, l'importance phénoménale, indispensable, et je dirais bien plus que l'image et le coup du son. Le son pour produire ce qu'on appelle là-dedans un effet de réel, pour immerger le spectateur. Les bruits de rue, les bruits d'ambiance, pour simuler l'idée qu'on est dans le village. Et ça, dans toutes les formes récit, parce que là, on est déjà dans le début du récit, une forme de récit. Vous savez, on parle souvent d'immersion quand on parle de numérique, de l'image, pour qu'on colle à l'idée de la notion d'immersion. Moi, je suis pas convaincu que l'image soit immersive. L'image, elle est actée, actable. On peut interagir avec. Mais il me semble que si par de l'immersion, on veut dire quitter l'espace physique dans lequel on se trouve et arriver à se projeter mentalement dans l'espace imaginaire qui est proposé par le dispositif, le son, dans toutes ses formes, qui peut être la voix avec un narrateur, qui peut être les bruits d'ambiance, mais qui peut être la musique pour jouer sur les émotions en grande partie. Ça a un pouvoir d'immersion beaucoup plus important. Et la dernière forme, donc, c'est cette forme-là dont il a été beaucoup question avant. C'est pour la forme narrative, alors ce que j'appelle la forme narrative à la première personne. Alors pourquoi narrative? Parce qu'il y a une narration. Souvent, on nous invite à aller vivre une histoire avec un élément déclencheur, la constitution d'une quête, la réalisation d'une quête, une sanction à la fin. Et puis à la première personne, parce que l'utilisateur, c'est le sujet opérateur. C'est celui qui doit réaliser la quête. Ou alors, il est un adjuvant, c'est-à-dire il va aider à la réalisation de la quête. Et là, pour le coup, c'est une structure donc linéaire à bifurcation. Hein. C'est le livre dont on est les héros, qu'on a vu tout à l'heure. Est-ce que vous voulez faire ça? Vous voulez faire ça? Mais même la smart fiction avec Nour, j'ai tendance à penser que c'est une forme narrative à la première personne. Et là, donc le zoning est quasi inexistant, comme pour la forme précédente, hein, puisque ce sont les éléments de l'image ou du texte qui permet d'interagir, comme ici, par exemple, dans Voyage au bout du charbon, de Samuel Bollendorf. Alors, Samuel Bollendorf, c'est quelqu'un à connaître un peu. Il a fait beaucoup de web documentaires. Et le jour où on pourra les récupérer et les transformer en HTML5, ça sera quelque chose de grandiose, parce que il a pensé beaucoup de choses. Alors, même s'il avait une tendance à tout dire, le contenu changeait, mais la forme d'expression était toujours la même. C'est lui vraiment qui a poussé la forme narrative à la première personne, où là, en l'occurrence, on peut interviewer des mineurs, donc ça se passe en Chine, on va à la découverte de la vie de mineurs, et on peut les interviewer, mais en leur posant des questions. Donc on peut interagir avec les interlocuteurs, je dirais, imaginaires, ou en tout cas fictionnalisés ici, en cliquant sur des questions. Et il y a les parcours préprogrammés et non pas calculés aussi. Petite parenthèse pour dire, ce dont je parle, c'est plutôt des produits dont les parcours sont programmés et non pas calculés. C'est une grande différence parce que le calcul, c'est le propre du jeu vidéo. Et le jeu de vidéo, je ne le traite pas vraiment dans ce cadre-là. Là, pareil, le son permet l'immersion, le du visuel. On peut alors visiter le village, on peut aller rencontrer le directeur de l'usine, enfin l'usine de la mine. On peut aller descendre dans la mine, interroger les gens. À chaque fois qu'on a un changement de lieu, on a une cinématique. C'est la cinématique qui nous fait le voyage. Et en fait, là, dans cette forme multimédia, l'écrit sert à interagir, l'image aussi sert à interagir. C'est la voix off qui porte le contenu en grande partie.
nos énoncés de devoir, c'est-à-dire qu'on doit agir, c'est aussi du texte. Le son sert à immerger et l'audiovisuel n'est quasiment pas porteur d'information. C'est vraiment la fonction de passage d'un univers à un autre. Donc ça, ce sont des formes idéales typiques. Et si on fait de la combinatoire, et c'est pas lisible, pas trop, on peut arriver à 14 formes possibles de mélange. Et donc, j'avais répertorié toutes les formes possibles. Donc, on peut avoir des formes, donc les plus pures, hein, c'est les 4 premières. Puis après, on peut avoir des formes qui mélangent de l'hypermédia. On peut soit se contenter du tourne-page, soit aller directement à l'information, par exemple. Alors, il n'y a qu'une forme à l'époque que j'avais pas trouvée. C'est la forme hypermédia analogique. Linéaire et narrative. Ça semble incompatible. Et j'ai oublié, ça me fait penser de préciser, dans la forme narrative à la première personne, comme dans la forme cartographique, mais plus narrative à la première personne, l'importance d'avoir un narrateur intradigétique ou extradigétique omniscient, qui dit à l'utilisateur quoi faire. Et cette dernière forme, d'ailleurs, j'ai oublié de lire aussi, propose une figure d'expérience qui est celle de vivre une aventure. Hypermédia analogique, elle est vite à l'information. La forme linéaire chapitrée, prendre son temps. La forme cartographique, découvrir par soi-même. La forme narrative, c'est vivre une aventure. Et ce qui me permet de construire derrière des tableaux où on peut voir les littératies supposées derrière. On voit bien que dans la forme hypermédia, on est du côté du numérique hypertextuel. La forme linéaire chapitrée, c'est de lire. La forme cartographique, c'est un peu le jeu plateau. Et la forme linéaire chapitrée, c'est plutôt la forme audiovisuelle. Maintenant, ça c'est un constat. En tout cas, moi, avec mon approche pragmatique de la question des figures d'expérience, j'identifie cela dans le monde des productions multimédia à parcours programmé, donc pas qu'à parcours calculé. La question, c'est de savoir est-ce que c'est lié aux qualités intrinsèques du numérique et à la raison computationnelle, par exemple, ou et tout ce qui va avec, ou c'est une autre dimension. Pour moi, c'est une autre dimension, sachant que le numérique est fort d'un potentiel, et ce sont les humains qui les exploitent. Derrière, c'est la question de l'expérience à vivre, c'est elle qui est pensée en conception. Et ce qu'il faut voir, c'est que les agences de création, les agences web agency, celles qui travaillent dans le multimédia, en fait, elles sont prises au croisement de différents enjeux, qui fait que il y a un élément important ici. C'est tout ce qui est, alors j'appelle ça moi des objets dynamiques de performance. C'est tous les dossiers de conception qu'ils produisent et dans leur relation aux commanditaires. Parce que dans les agences de com, il y a toujours un commanditaire, c'est lui qui paie. Et donc, pour qu'il prenne le risque, il faut lui donner à voir ce à quoi la production va ressembler. Et donc, il faut d'abord formaliser, alors, à une époque, parce qu'aujourd'hui, prototypage rapide, Adobe UX, etc., qui apporte un autre risque, hein. C'est limiter la réflexion de l'expérience à la question de l'expérience de l'interface et non pas de tout ce qui est les usages et la consommation. La question je passe rapidement parce que l'heure tourne, il me reste 10 minutes. C'est des représentations graphiques de l'architecture du produit. C'est 4 petits schémas, vous les avez déjà vus. Mais quand au niveau conception, les concepteurs, en tout cas les acteurs de la conception discutent avec le commanditaire, ils disent à peu près à quoi ça va ressembler. Ils sont obligés de mettre l'architecture, c'est-à-dire alors le découpage de l'ensemble du contenu en unités d'information plus ou moins autonomes.
lisez Balp, hein, ça a été cité, très intéressant sur les hyperdocuments, et le lien, comment on peut aller d'une unité d'information à une autre. Tout ça passe par des représentations graphiques qui a une fonction de performance pour le coup, c'est de créer le produit à venir, qui se résume à 4 grandes formes finalement d'architecture, où la première correspond bien à la forme hypermédia, une à la forme répétitive, où on revient toujours au même endroit, hein, c'est la forme cartographique où on est obligé de revenir à la carte, on clique, on va à un endroit et on revient et on repart. La forme linéaire ou la forme narrative à la première personne, qui est une forme à bifurcation, où on prévoit le parcours. Donc le premier point, c'est ça, c'est une partie de l'explication de je dirais, de la tendance, enfin pas la tendance, du fait qu'il y a vraiment 4 formes dominantes aujourd'hui dans le secteur du multimédia. C'est les arts de faire et les méthodes de conception utilisées par les concepteurs eux-mêmes. Et le deuxième point, expérience vécue, et ça, je me réfère à un travail qu'une doctorante vient de réaliser, de soutenir, qui à l'université de Corté, qui a fabriqué un web documentaire en prenant 2 formes. La forme cartographique, où elle a son territoire. Alors, l'objectif de son web documentaire, c'est de valoriser le patrimoine de Saint-Michel-en-Corse, qui est un patrimoine religieux, hein, qui a disparu, ou en voie de disparition, qui n'est pas forcément connu par les acteurs humains eux-mêmes. Donc, on est sur un travail de patrimonialisation. Et donc, il y a 2 formes dans son web documentaire. Il y a la forme cartographique qui correspond vraiment à la carte, et la forme narrative à la première personne qu'elle a appelée la quête, où en fait il y a un objet qui a été volé, et il faut retrouver l'objet en allant de village en village. Et donc ça donne, alors je sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas, même si on lit pas, c'est pas grave, c'est l'architecture de circulation possible à l'intérieur du web documentaire. Donc elle a développé ça sur Clint, autre logiciel de fabrication du multimédia aujourd'hui. Hein, le multimédia a été aussi lié aussi, un peu aux architectes qui permettent de produire. Il y a eu, à l'époque du CD-ROM, il y avait Director, Acromind Director. À l'époque du web, et oui, hein, et ouais, on a l'âge qu'on a. Hein. Et donc Lingo, j'ai codé en Lingo à l'époque. Après, il y a eu Flash, et puis maintenant HTML5, et puis Clint, et puis ces logiciels qui aident à la production. Le plus important dans son travail, c'est que, parce que une des remarques qu'on peut me faire, c'est dire, OK, mais figure d'expérience. En quoi c'est scientifique de dire que la forme narrative à la première personne porte une figure d'expérience d'aventure à vivre? Est-ce que c'est pas lié à ma singularité? Alors, ma réponse est théoriquement non, puisque j'essaie d'être en sémiotique, ce qu'on appelle l'interprétant, c'est-à-dire la dimension culturelle qui donne du sens à aux signes qu'on voit, d'accord? Et d'autre part, j'avais plus ou moins vérifié en exploitant mes étudiants en cours, alors faisant découvrir des formes multimédia, et puis en leur posant des questions préalables, et puis en les faisant manipuler par eux seuls, et puis les posant des questions après. Bon, elle a systématisé complètement la démarche, et donc elle est allée voir des utilisateurs sélectionnés qui ont fait usage du web documentaire, et la forme cartographique a tendance à comment dire, à permettre de découvrir par soi-même, et repose sur, on va dire, la curiosité de la personne, même si cette curiosité-là est à susciter. Et la forme narrative à la première personne semble effectivement faire endosser
à l'utilisateur la figure du héros, c'est-à-dire d'être le sujet opérateur qui doit résoudre une quête. Et en l'occurrence, c'est la quête du patrimoine méconnu de Corse. Alors, ça, c'est la fin de sa thèse. Elle va continuer le travail parce que ce qu'elle a constitué comme panel d'études, ce sont des sachants, pas de possédants, alors des sachants, c'est-à-dire des personnels de l'université qui sont pas forcément des digital natives, comme on dit, même si je n'aime pas trop ce terme, en tout cas qui ont un niveau de littératie numérique qu'on peut supposer correct, sans plus, mais qui sont supposés avoir une appétence particulière pour le patrimoine. Voilà. Tout ceci, elle n'a pas eu le temps. Alors, période Covid, il y a plein de choses qui s'expliquent. Elle n'a pas eu le temps de le faire auprès d'un public de collégiens, par exemple, dont les critères seraient inverses. C'est-à-dire une littératie numérique supposée, en termes d'accès en tout cas et d'utilisation, pas forcément de maîtrise de contrôle et d'esprit critique, plus avancée. Et une appétence, alors pour le coup, toutes les statistiques, les études le montrent, pour le patrimoine plutôt limité. Et savoir si l'expérience vécue par les utilisateurs de son web documentaire est identique, quel que soit le niveau de littératie numérique et littératie patrimoniale. Parce que le mot littératie n'est pas à limiter à la question du numérique. C'est aussi un terme aujourd'hui que entend beaucoup. On parle de littératie numérique. La littératie, c'est finalement quelque part la notion de culture qu'on possède, ou l'ensemble de compétences et d'usages qu'on possède sur un domaine. Donc voilà mon propos. Avant de vous remercier pour votre attention, et j'ai tenu le temps maximum. Voilà la notion de figure d'expérience derrière ces formes multimédia. Ben, vous pouvez applaudir. Merci donc Laurent pour cette belle présentation qui retrace une partie de ton parcours, puisque maintenant tu t'acoquines avec la santé, d'après ce que j'ai cru comprendre. Alors moi j'ai retrouvé effectivement parce que je fais partie de ces plus de 20 ans aussi, beaucoup de choses que j'ai. Non, moi je connaissais même pas Adibou, tu vois, donc j'ai demandé ce que c'était à mon voisin. Par contre, au niveau de la conception multimédia, effectivement, on retrouve bien toutes les trames. Et ce qui m'a frappé en fait dans ton exposé quand j'avais lu ton article avant, c'est que dans les CMS maintenant, on retrouve toutes ces figures. Ouais. Et elles sont toutes là tout le temps en fait. Et d'ailleurs, les moteurs de recherche ce sont des architectes. Ce sont les architectes au sens de Jeanne Rey-Souchier, effectivement. Et ce qui est surprenant aussi, c'est que les moteurs de recherche et donc tous les algos, etc., si on n'applique pas l'ensemble finalement de ces techniques de navigation, eh bien on peut être quelque part moins bien noté et descendre effectivement dans le ranking. Voilà, donc ça fait partie en fait des choses clairement à penser en termes d'arborescence, de structuration de contenu, de navigation, d'ergonomie, dès qu'on fait de la conception web. Et c'est là où on est passé alors moi j'ai appelé ça par architecte, mais objet dynamique de performation, et parce que c'était des méthodes avec des documents spécifiques rédigés. Mais aujourd'hui, ces documents, effectivement, ils sont de plus en plus encapsulés, je dirais, dans les logiciels de réalisation. Oui, ils sont déjà tout préconstruits. En fait, il n'y a plus qu'à les renseigner, à faire effectivement des ponts entre, voire même ils sont déjà intégrés, mis dans la structure de base. Et voire certains, on peut même pas les enlever.
par exemple, les fils d'Ariane ou des choses comme ça, on ne peut plus les enlever. Il y a déjà la structuration de la page de base qui reprend certains de ces éléments-là. Et donc, nous l'impose, effectivement, ces architectes. Alors ça, nous imposent aussi. Hypermédia analogique. Hein. Ça fonctionne, le menu permanent, fil d'Ariane, pour pouvoir se repérer. Le fil d'Ariane, c'est à la fois de la navigation et du repérage. Tout à fait. Et vraiment, ces deux fonctionnalités-là. Merci Laurent. Je me posais une question par rapport aux 3 dimensions que tu as mises en avant. Donc l'interface, la multimédia, les activités de l'utilisateur. S'il n'y avait pas une 4e dimension éventuellement à prendre en compte, pour prendre en compte l'ensemble du dispositif, qui serait les coulisses et donc le code. Alors je m'explique, effectivement, ça ne concerne pas forcément tous les utilisateurs, mais certains qui ont une littératie numérique particulière. Alors moi, j'ai un public un peu biaisé puisque je suis dans une école d'ingénieurs, mais mes étudiants, très souvent, ils arrivent sur un site, ils font CTRL-U pour regarder derrière ce qui se passe. Exemple, un lien hypertexte. Quand tu cliques dessus, tu ne sais pas si c'est un lien statique, c'est-à-dire que quand tu vas le retrouver et recliquer dessus, s'il va toujours mener au même fragment, ou bien si c'est un lien dynamique, par exemple avec un tirage aléatoire, ou conditionnel, si j'ai lu ça ou ça avant, ça va m'emmener là ou là. Et ça, c'est simplement en regardant dans les coulisses que tu peux appréhender, si tu veux, ce qui est de l'ordre de l'interface. Je me demande si finalement, parce que ça, c'est quand même propre au numérique, cette dimension-là, cette dimension du code, c'est ce que Marc Marino, par exemple, met en avant quand il a lancé les Critical Code Studies, en disant le code, c'est pas simplement ce que ça fait, c'est ce que ça signifie aussi. Si c'est finalement pas aussi à prendre en compte cette dimension-là, parce que quand même par rapport au support imprimé, pour lesquels, ça c'est Bruno qui le dirait mieux que moi encore, la forme d'enregistrement et la forme de restitution sont identiques. Le caractère imprimé, c'est aussi ce que moi je vois, ce que je lis en tant que lecteur. Avec le numérique, comme il y a la médiation du calcul, la forme d'enregistrement, par exemple le code HTML sur un site web, et les formes de restitution, entre les deux, il y a la médiation du calcul. Donc tu vois, le risque que je vois, c'est un petit peu comme il y a une époque au GRIPIC, donc le CELSA, et l'équipe qui travaillait sur les écrits d'écran, qui ont fait des travaux magnifiques. On a cité Jeanne Souchier, etc., les signes passeurs, écrits d'écran, l'architecte, mais ils imprimaient les écrans pour analyser, et donc ils perdaient toute la dimension dynamique. La question du flux, voilà. Et là, je me demande si, en restant avec l'interface, la question du multimédia et la question des actions, interactions d'utilisateurs, il ne faudrait pas prendre en compte, pour appréhender l'ensemble du dispositif, finalement, cette question des coulisses du code qui intéresse certains utilisateurs. Alors, pas tous, évidemment, peut-être pas, mais certains et de plus en plus, j'ai l'impression, qui du coup se disent, mais qu'est-ce que ça fait derrière, quoi? Et la question de la génération de texte, c'est ça, en fait. C'est pourquoi ChatGPT, c'est intéressant, c'est parce qu'il faut comprendre ce que ça fait derrière, quoi. Pour pouvoir interpréter les résultats, c'est intéressant de comprendre comment c'est fait. Mais non, mais cette 4e dimension, tu la mettrais comme 4e colonne sur la ligne d'interface ou comme nouvelle ligne d'analyse? D'accord. Et donc, ça serait plutôt, parce que là, l'interface, il finalement subsume en fait 2 dimensions, qui est le découpage en unités d'information et le chemin dans les unités d'information, plus voilà. Mais du coup, ça demanderait, mais effectivement, pourquoi pas, à exploser cette dimension-là en 2. Ça serait alors peut-être toujours alors ça serait peut-être espace écran pour la dimension visuelle et structuration de contenu, organisation, circulation entre contenus. Ça serait à penser. On peut pas peut-être comme ça. Oui. Alors, ouais. Mais là, quand on est sur la réalité augmentée, est-ce qu'on est encore dans le multimédia interactif tel que on le définissait dans les années 80? Au-delà de la définition technologique, marketing.
parce qu'on est d'accord, parce on a écrit numérique. À l'intérieur de l'écrit numérique, on peut avoir écrit multimédia interactif, mais par exemple, ce que tu as montré sur Londres, ou est-ce qu'on est sur du multimédia, de la réalité enrichie? Alors, entre le mot, on va dire, de tous les jours, et puis notion concept, hein. Des fois, c'est pas simple. On est sur du multimédia interactif, oui, à partir du moment où on a du son, du texte, de l'image, et puis voilà, ouais. Ouais. Alors, ah oui, alors, cette grille-là ne prend pas en compte les nouveaux dispositifs. Du tout. Alors, dans les formes numériques, il y a les formes multimédia, mais sur écran, on va dire, ou limitées à l'écran, formes en plus éditorialisées. Mais maintenant qu'on sort, puisque en fait, aujourd'hui, je pense que, tu sais, on est sur une tendance qui nous font sortir des écrans, mais tout en restant sur d'autres écrans, en fait. Mais ouais. Mm. Mm. C'est ça. Oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Mais de toute façon, on est, je pense, sur un phénomène de disparition des écrans, en tout cas de cet écran-là, cette forme-là d'écran. Et donc, oui, oui, mais il y aurait un travail nouveau à faire. Mais j'aurais tendance à dire que, puisque toi-même, tu parles de Jenkins, on est sur la narration qui serait une narration, alors qui tendrait vers le transmédia, mais parce que en fait, tu as le support. Tu as une sorte d'engagement, hein, les 3 critères t'as du storytelling, mais t'as pas de support, quoi. Donc on n'est pas sur du transmédia parce que voilà, on est que sur le téléphone ou sur. Ouais. Mais oui, oui, de toute façon, cette grille-là, oui, effectivement, elle a. Mais tant mieux si quelqu'un veut faire le job. Ah si, si. Comme disait Lise, maintenant je travaille sur le domaine de la santé. D'autres questions, remarques? Je sais pas, à distance, si tu le vois sur l'ordi. Dans la salle? Ils n'ont pas les questions. Alors, il y avait une question de Jérôme. Qu'en est-il des expériences narratives VR ou métavers? Je pense que ça rejoint un peu. C'est dans le prolongement. Est-ce que tu considères que tu as déjà un peu répondu ou tu veux compléter? Je pense que on est sur quand on est dans la VR ou le métavers, bon, on retrouve alors peut-être pas la première, mais la forme linéaire, la forme narrative et la forme cartographique peuvent tout à fait se redéployer différemment avec d'autres sciences, tout simplement, de fonctionnalités de navigation, de repérage et d'expérience. Ah, métaverse, c'est le mot à la mode pour désigner des univers 3D où l'utilisateur, par un ensemble de dispositifs techniques, serait immergé dans des mondes que numériques, on va dire. Persistant et enfin ouais derrière, mais un peu comme si on pouvait être dans un jeu vidéo soi-même. Voilà, pour prendre la métaphore. Mais en même temps, bref. Non, j'allais faire de la politique, mais il faut pas que j'en fasse.
J'ai l'impression, moi, quand j'écoute la retraite à 64 ans, d'être dans un métaverse. Donc, je suis désolé. J'ai pas besoin de casque immersif pour me sentir complètement isolé. Fallait que je la place. Bravo. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions, commentaires? Sinon, on va partir en pause. C'est ça. D'ici que la troisième intervention puisse s'installer. Combien de temps de pause?